Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer notre troisième séance avec notamment l'école des relations humaines qui a fait effectivement l'objet de plusieurs travaux euh, en répondant aux critiques adressées à l'école classique que nous avons déjà vue. Cette école a réagi aux imperfections de l'école classique, notamment celle du taylorisme. Elle va intégrer une nouvelle dimension, à savoir le comportement du travailleur en tant qu'individu et membre d'un groupe. Le postulat de l'école des relations humaines est que l'acteur, le travailleur d'une entreprise a une dimension humaine, ce qui provoque des réactions, des comportements d'ordre affectif et sentimental, qui sont parfois en contradiction avec la logique rationnelle de l'entreprise. Donc le postulat, il est simple. L'école des relations humaines considère le travailleur, le salarié d'une entreprise à travers une dimension de plus en plus humaine, ce qui provoque donc des réactions, des comportements d'ordre affectif et sentimental qui sont parfois à l'opposé de la logique rationnelle qui a été développée par l'école classique. Pour les auteurs de l'école des relations humaines, qui a vu le jour dans les années 1920, la réalisation de la performance économique passe aussi par la satisfaction des besoins sociologiques et psychologiques que tout individu cherche à satisfaire dans son activité de travail. Et donc, au-delà de la dimension rationnelle, scientifique, par rapport à la performance économique, cette école plaide pour la prise en compte des besoins sociologiques et psychologiques qui constituent également l'un des déterminants de la performance des entreprises. Les travaux des auteurs de cette école s'appuient sur des expériences et des enquêtes qui ont été réalisées sur le terrain, et pour ces auteurs, la motivation est une énergie orientée vers une satisfaction. Elle se traduit par un investissement en vue d'apaiser les tensions au travail et de renforcer l'engagement, la motivation des salariés dans l'entreprise. Donc, commençons par la première expérience d'Elton Mayo, 1889-1932. Elton Mayo est un Australien qui a émigré aux États-Unis d'Amérique. Il était professeur et chercheur de l'université Harvard. Il est considéré comme le fondateur du courant des relations humaines et de la sociologie du travail. Elton Mayo a conduit une expérience avec une équipe de chercheurs en psychologie industrielle durant 5 ans, notamment entre 1927 et 1932. L'enquête a été réalisée auprès d'un groupe de 6 ouvriers d'un atelier de la société Western Electric, près de Chicago, à Hawthorne. L'expérience est aussi appelée test room. L'objet de l'expérience, il s'agit d'une enquête qui avait pour objectif d'étudier les liens entre la productivité d'un groupe expérimental de 6 ouvriers et les conditions physiques du travail, notamment l'éclairage, les heures de travail, le salaire, le repos, les congés, etc. Quel était le résultat de l'enquête? En comparant les résultats du groupe expérimental de 6 ouvriers à ceux d'un autre groupe témoin, Elton Mayo et son équipe ont constaté que le groupe expérimental a maintenu le même niveau de productivité, même lorsqu'il a été privé de toutes les améliorations des conditions physiques
apporté jusque-là. C'est ce qu'on avait appelé l'effet Hampton. L'explication de cet effet est que les ouvriers du groupe expérimental étaient motivés rien que par le fait qu'ils font l'objet de l'expérience, ce qui leur donne le sentiment qu'on l'on s'intéresse à eux et à leur sort, c'est-à-dire à leur effort. Ajoutons à cela une autre explication, c'est le développement de bonnes relations entre les membres du groupe d'une part et entre ce groupe et les chercheurs d'autre part. Et donc, à travers cette expérience, Elton Maillon a cherché le lien qui existe entre la productivité et les conditions physiques de travail. Et en comparant l'atelier expérimental de ces ouvriers auquel elle a amélioré les conditions physiques, elle a constaté le même niveau de productivité, ce qui s'explique par la motivation qui a eu lieu grâce à la reconnaissance et à la valorisation des efforts déployés par les ouvriers. Quelle est donc la conclusion de l'enquête ou de l'expérience menée par Elton Maillot et qui a bien entendu constitué le fondement de l'école des relations humaines? Les conditions matérielles du travail se révèlent sans beaucoup d'importance. Par contre, il paraît que la productivité dépend fondamentalement des relations sociales qui existent entre les membres du groupe et entre le groupe et la direction. Donc, selon Elton Maillot, les conditions matérielles de travail, elles ne sont pas si importantes face, bien entendu, ou en comparaison avec l'importance fondamentale des relations sociales qui existent entre les individus, les salariés, d'une part, et d'autre part, les salariés et la direction. Elton Maillot va développer à partir de ces conclusions une théorie des relations humaines qui peut être résumée en 4 points, comme vous voyez sur l'écran. La productivité des ouvriers est déterminée par leur capacité sociale et non par leur capacité physique. Donc, ce n'est pas uniquement les conditions matérielles qui améliorent la productivité, mais aussi les relations sociales, la valorisation, la reconnaissance qui, bien entendu, valorise la productivité. Deuxième principe, c'est que la motivation économique n'est pas le seul élément moteur du comportement, mais également les facteurs non économiques, notamment la considération humaine dans le cadre des relations sociales. Troisième point, la forme la plus efficace de la division du travail ne résulte pas toujours de la plus haute spécialisation. Et enfin, les travailleurs ne réagissent pas individuellement à l'égard de la direction, mais ils réagissent en tant que membres d'un groupe. Et donc là, il faut prendre en considération l'intelligence collective qui peut expliquer les réactions et les comportements des individus en entreprise. Et donc, ce n'est pas uniquement le salaire ou la motivation économique qui va expliquer le comportement, mais également la dimension sociale et la dimension humaine, puisque nous avons affaire à des individus qui sont déjà membres des groupes et qui peuvent s'identifier à travers le groupe. Donc pour Elton Maillot, il pense que les employés sont gouvernés par une logique psychologique marquée par l'importance des sentiments et la qualité des relations humaines, des relations sociales. Par contre, la motivation principale de la direction tourne autour de l'efficacité. La stabilité dans l'entreprise nécessite une compréhension mutuelle des objectifs recherchés
par les uns et par les autres. Faute de cette compréhension, l'entreprise risque l'instabilité, voire le conflit. Enfin, l'expérience d'Elton Mayo a révélé l'importance des émotions, des réactions et du respect humain pour diriger les individus. Sa contribution va constituer l'amorce de ce qu'on appelle aujourd'hui la communication interne, c'est-à-dire une communication entre la direction et les employés. Parce que ce n'est pas uniquement le salaire ou la motivation économique qui sera à la source des comportements et des réactions. On doit impérativement reconsidérer les salariés comme des individus faisant partie des groupes et que l'action humaine qui peut conduire des comportements ou des réactions. D'où l'importance de ce qu'on appelle aujourd'hui la communication interne qui renvoie à la communication entre la direction et les employés. Deuxième auteur qui a essayé aussi de valoriser la dimension humaine dans le cadre de l'école des relations humaines, c'est Douglas McGregor, qui a développé deux théories X et Y. Douglas McGregor, 1906-1964, est un psychosociologue américain qui a enseigné pendant 10 années le management au MIT. C'est une institution de technologie qui est très connue et qui a influé le champ du management à l'époque. McGregor a étudié le comportement humain au sein des entreprises et a développé deux théories, X et Y, que vous voyez bien entendu sur l'écran. Quels sont les postulats de la théorie X? Selon McGregor, Douglas McGregor, les gens qui appartiennent à la théorie X sont paresseux. C'est ce que vous avez ici à gauche. C'est la théorie X et à droite, c'est la théorie Y. Donc ici, comme vous voyez avec moi, McGregor considère que les gens qui appartiennent à la théorie X sont paresseux et n'aiment pas travailler. Ils ont besoin d'être contrôlés pour qu'ils travaillent. Ils évitent de travailler à chaque fois que c'est possible et ils manquent de sens de responsabilité. Selon McGregor, ces gens, ces individus, ont peu d'ambition pour le travail, cherchent avant tout la sécurité et ils obéissent au système du bâton et de la carotte, la punition et la récompense. Le bâton, c'est la punition et la carotte, c'est la récompense. Ils sont immatures et ils ont besoin d'être dirigés. Ils doivent être contraints et surveillés pour se mettre en travail. Selon McGregor, selon Douglas McGregor, pour ce type de personnes, il doit y avoir un management autoritaire basé sur la contrainte et la surveillance. C'est ce qu'on entend donc par la théorie X. La théorie Y est tout à fait à l'opposé. C'est ce que vous voyez sur l'écran à droite, avec ces postulats présentés. Selon Douglas McGregor, pour les personnes qui appartiennent à la théorie Y, généralement, ce sont des hommes qui ont besoin d'être responsables. Pour ces personnes, le travail est aussi naturel que le jeu et que le repos, et par conséquent, ils ont besoin d'être responsables. Il y a un besoin psychologique pour le travail. Les individus ne sont pas paresseux de nature, mais ils peuvent le devenir s'ils vivent une expérience qui les pousse à développer la paresse. Ils désirent s'accomplir personnellement. Non seulement ils acceptent, mais ils cherchent la responsabilité. Donc, ils ont besoin d'être responsables. Ils veulent se diriger
et se surveillent eux-mêmes. On ne les contrôle pas. Ils aiment qu'on les fasse associer à la fixation des objectifs. Et, bien entendu, ils ont de l'imagination, de l'ingéniosité et de la créativité. Et ils sont motivés et font le maximum dans leur travail sans contrôle, puisqu'ils se sentent qu'on leur fait confiance. Et à partir de là, vous remarquez les deux théories qui sont l'une à l'opposé de l'autre. Pour conclure, selon Douglas McGregor, le système de management adapté au profil à la théorie Y, c'est un système de management participatif qui consiste pour la direction des gens de la théorie Y à révéler leur potentiel et les aider à utiliser ce potentiel pour réaliser des objectifs collectifs. Alors, la théorie X offre à la direction une excuse facile en cas d'échec. Cela s'explique par la nature paresseuse qui naît chez les employés. La théorie Y remplace, elle, tous les problèmes dans le champ du management. Si les employés sont paresseux ou ne veulent pas prendre la responsabilité, la faute revient au manager. Donc, selon McGregor, il reprend le vieil adage militaire, il n'y a pas de mauvais soldats, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, selon McGregor, les salariés appartenant à la théorie Y méritent un management participatif, alors que ceux qui appartiennent à la théorie X offrent à la direction une excuse facile en cas d'échec. Passons donc à la conception de Maslow. Abraham Maslow est la pyramide des besoins et qui constitue le troisième auteur appartenant à l'école des relations humaines. Abraham Maslow, 1908-1970, est un psychologue américain qui est considéré comme l'un des premiers chercheurs dans le domaine de la motivation de l'homme au travail. Il classe les besoins de l'humain en 5 classes de besoins, qualifiées donc par la pyramide de Maslow que vous voyez sur l'écran. Premièrement, commençons par le bas de la pyramide, les besoins physiologiques qui renvoient à des besoins élémentaires, à des besoins vitaux, comme par exemple le besoin de se nourrir, de se vêtir, de se loger. C'est la première classe des besoins qu'un individu va chercher à satisfaire. Une fois ces besoins sont satisfaits, il passe au deuxième niveau que vous voyez ici et qu'on considère comme des besoins de sécurité. Par exemple, le besoin d'avoir un emploi, d'avoir une assurance, d'avoir une retraite. Et à partir de là, on cherche à satisfaire principalement les besoins liés à la sécurité. Par la suite, on passe à la troisième catégorie des besoins, ce qu'on appelle les besoins d'appartenance. C'est le fait d'appartenir à une famille, à une classe sociale, avoir des amis, une amitié, avoir un réseau social, etc. Et par la suite, on passe à la satisfaction des besoins d'estime, notamment à travers les actions de promotion, de valorisation, le respect par l'autre, la reconnaissance, avoir un statut, être considéré par les collègues, etc. Et en dernier lieu, le besoin d'accomplissement qui constitue le sommet de la pyramide et qui renvoie effectivement à la recherche des responsabilités, à l'établissement des liens de confiance de manière à s'épanouir et s'accomplir en essayant de répondre aux besoins personnels
des individus. Maslow estime qu'une fois les besoins inférieurs satisfaits, la personne cherchera à satisfaire les besoins supérieurs, selon une logique graduelle, en passant par les besoins physiologiques, puis les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins de réalisation de soi. Il considère que les besoins inférieurs sont principalement les besoins physiologiques de sécurité et d'appartenance, et les besoins supérieurs sont principalement les besoins d'estime et les besoins de réalisation de soi ou d'accomplissement. Selon Maslow, un besoin de niveau supérieur ne peut être ressenti que lorsque les besoins de niveau inférieur sont convenablement satisfaits, notamment les besoins physiologiques, les besoins de sécurité et les besoins d'appartenance. Abraham Maslow pense qu'aucun de ces besoins n'est absolu, car dès que l'un d'eux est satisfait, il cesse d'être important. Et donc, la motivation ne provient pas d'un besoin satisfait. D'où donc l'apport d'Abraham Maslow à cette réflexion concernant l'école des relations humaines. Sa principale contribution, c'est effectivement la classification des besoins de l'humain selon 5 classes que vous avez sur l'écran, schématisées à travers une pyramide. Selon Maslow, effectivement, aucun des besoins n'est absolu, car dès que l'un de ces besoins est satisfait, il cesse d'être important et par conséquent, la motivation des salariés ne provient pas d'un besoin satisfait. Quatrième contribution en matière d'école des relations humaines, c'est la théorie bifactorielle des besoins développée par Frédéric Herzberg. Frédéric Herzberg, 1923-2000, est un psychologue américain et professeur de management. Ses recherches ont porté sur la motivation des hommes au travail, hommes et femmes. Il s'est basé sur la théorie des besoins de Maslow, qu'il va développer davantage, et ce, à travers une large étude menée auprès de nombreuses entreprises. Cette étude a permis à Herzberg de distinguer 2 types de facteurs relatifs aux besoins des individus: les facteurs intrinsèques et les facteurs moteurs. Commençons par les facteurs extrinsèques d'hygiène. Ces facteurs ont caractérisé 1844 événements liés au travail et qui ont entraîné un mécontentement externe. On peut citer la sécurité du travail, le statut au travail, la relation avec les subordonnés, les conditions du travail, le salaire, la politique salariale de l'entreprise, les relations avec les collègues, les relations avec le supérieur, la vie personnelle. Ces facteurs, appelés facteurs d'hygiène, ne motivent pas fondamentalement les individus, mais leur prise en compte peut empêcher l'insatisfaction. Donc, selon Frédéric Herzberg, les facteurs d'hygiène, les facteurs moteurs, ont caractérisé 1844 événements liés au travail. Et à partir de là, ils ont entraîné une insatisfaction, comme ce que j'ai cité: la sécurité au travail, le salaire, les conditions de travail, la vie personnelle, la relation avec les supérieurs. Et ces facteurs ne motivent pas fondamentalement les individus, mais la prise en compte de ces facteurs va empêcher les sources d'insatisfaction. Deuxième catégorie de facteurs, c'est ce qu'on appelle les facteurs intrinsèques ou les facteurs moteurs. Ces facteurs ont été détectés à travers 1753 événements liés au travail et qui ont engendré ou entraîné une satisfaction extrême.
Ces facteurs sont par exemple l'intérêt du travail ou l'intérêt accordé au travail, la reconnaissance, la valorisation, la responsabilité, l'autonomie, l'évolution de la carrière, la réalisation de soi ou bien l'accomplissement. Ces facteurs sont appelés des facteurs moteurs. Ils peuvent augmenter le degré de satisfaction au travail et contribuent à la motivation des individus. Donc, motiver l'individu à fournir un meilleur rendement. Herzberg pense alors que la motivation est le couplement de deux événements, l'absence de l'insatisfaction et la satisfaction. C'est ce que vous voyez ici sur l'écran. Motivation selon Frédéric Herzberg égale à la fois absence d'insatisfaction, des facteurs qui poussent à l'insatisfaction et les facteurs qui stimulent la satisfaction. En résumé, bien entendu, à cette réflexion critique sur le courant des relations humaines, les auteurs de ce courant, de cette école des relations humaines, notamment Abraham Maslow, Douglas MacGregor, Elton Mayo, Herzberg, Frédéric Herzberg, essaient de montrer que l'homme ou l'humain est animé de motivations complexes et ne réagit pas uniquement à des considérations matérielles telles qu'elle a été développée par l'école classique, avec notamment les travaux de Taylor, Fayol et Max Weber. Le courant des relations humaines a essayé de réconcilier l'humain, l'homme, homme et femme, et le travail. Pour ce courant, l'un des modes d'accès à l'épanouissement est la participation aux décisions et aux responsabilités. Donc, selon ces auteurs, l'humain est animé de motivations complexes et ne réagit pas forcément à des considérations exclusivement matérielles. Il y a aussi des dimensions immatérielles qui ont une considération à leur dimension humaine, à leur dimension sociale, puisqu'il faut considérer l'individu comme un humain qui fait partie d'un groupe. Par conséquent, le courant des relations humaines a essayé effectivement de réconcilier l'homme et son travail, et à partir de là, les modes d'accès à l'épanouissement sont animés principalement par l'implication, la participation aux décisions et la responsabilisation des individus. Toutefois, l'école des relations humaines a également subi des critiques par les chercheurs. L'école des relations humaines a été partiellement discréditée pour différentes raisons. Premièrement, elle n'a pas focalisé l'analyse sur l'organisation, mais uniquement sur les membres qui composent cette organisation. Si vous avez suivi avec moi tout au long des explications relatives aux contributions des auteurs, vous avez fait la remarque qu'à chaque fois on parle de l'individu, du groupe d'individus, de l'humain, de l'homme avec grand H et sa relation avec le travail. Et généralement, ces contributions ont oublié la dimension organisationnelle, puisque l'entreprise est aussi une structure qui est guidée et animée par des règles qui régissent son fonctionnement. D'où donc la première critique adressée à l'école des relations humaines du fait qu'il n'a pas focalisé l'analyse sur l'organisation, mais uniquement sur les membres qui composent cette organisation. Deuxième critique, à force de s'intéresser aux relations informelles, cette école a négligé l'importance des structures formelles, notamment les procédures établies, les descriptifs de poste, les tâches attribuées, les attributions, les responsabilités, et que effectivement, au-delà des relations informelles, les structures formelles doivent aussi être prises en compte en matière de réflexion.
Et en dernier lieu, on lui reproche son inefficacité opérationnelle et la marginalisation des paramètres et de l'environnement. Généralement, on considère que les contributions ayant animé l'école des relations humaines sont inefficaces sur le plan opérationnel et marginalisent les paramètres de l'entreprise, notamment les paramètres organisationnels et les spécificités de l'environnement de ces entreprises. Malgré ces critiques, l'école des relations humaines garde toutefois certains mérites, avantages, principalement l'humanisation des milieux professionnels. Donc, malgré toutes les critiques, on reconnaît bien entendu l'apport de cette école en matière d'humanisation des milieux professionnels. Donc voilà, sur ce, on a terminé la deuxième école composant notre premier chapitre qui traite l'école des relations humaines. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance pour discuter le troisième courant considéré comme contemporain du management avec les trois grands courants du management qui sont naturellement l'école néoclassique ou empirique, l'école systémique et l'école japonaise. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. À très bientôt.